Bonjour à toutes et à tous. Qui pourrait bien remplacer l'effroyable Thanos dans le Marvel Cinematic Universe? Quel personnage aurait suffisamment de profondeur, de charisme, tout en évitant les redites concernant les motivations du titan fou, mais en présentant une véritable menace? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre pour vous dans cette vidéo, et sachez qu'on parlera de Kang le Conquérant, de Victor Von Fatalis ou encore Doctor Doom en version originale, et même de Galactus. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous parler d'une bande dessinée, ou plutôt vous en reparler. Il s'agit de Green Class, classe verte. Je vous avais déjà parlé du tome 1 il y a un an environ, un tome que j'avais déjà adoré. Et quel plaisir de retrouver Naya, Linda, Bess, Sato et Lucas. Je ne vais pas trop vous spoiler le tome 1 si vous découvrez la bande dessinée avec cette vidéo, mais disons qu'on les avait laissés non seulement dans un salpêtrin, mais surtout avec un gros événement qui avait marqué la fin de ce premier tome. Et même si pour nous un an s'est écoulé, on les retrouve à peine quelques jours plus tard, ces lycéens canadiens dans la classe verte de l'enfer, avec leur personnalité bien distincte, cohérente et attachante. Comme moi, vous devriez apprécier qu'ils ne fassent pas totalement n'importe quoi, malgré l'ambiance de survie apocalyptique. Et oui, ce ne sont pas les ados teubés du slasher movie de base. Et pour cause, puisque l'histoire de Jérôme Hamon, qui est auteur d'Emma et Capucine par ailleurs, est très loin au-dessus de ça, et le tome 2 l'a fait avancer de belle manière avec des réponses, mais aussi des questions encore plus passionnantes qui surgissent au sujet du virus et de la façon dont les humains peuvent interagir avec les infectés. Du côté de l'illustration, toujours une grosse maîtrise pour atteindre un combo assez rare, il faut avouer, celui de visage expressif tout en ayant une action cinématique, lisible et nerveuse. David Tako gère tout, y compris les couleurs, avec des variations de lumière ultra réussies. Et vous aurez peut-être comme moi un petit faible pour le personnage de Sato, un vrai trompe-la-mort avec ses deux hachettes et son attitude de faux bad boy. Ce qui est certain, c'est que Green Class peut plaire à une large tranche d'âge, et pour tout savoir sur la BD, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Ce tome 2 est sorti le 14 février, au prix assez doux pour la qualité, surtout du contenu, mais aussi du contenant, de 12,45 €. Donc vraiment très sincèrement, je vous le recommande, et je remercie l'éditeur Le Lombard d'avoir sponsorisé cette vidéo. Revenons maintenant au potentiel remplaçant de Thanos, les prochains grands adversaires du MCU, le Marvel Cinematic Universe, et commençons par Kang le Conquérant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Kang fait partie des méchants emblématiques des comics Marvel depuis 1963 quand il apparaît dans le numéro 19 des 4 Fantastiques. Et si on l'appelle Kang le Conquérant, c'est parce qu'il s'est forgé un véritable empire au travers du temps et même du multivers. Kang est un humain sans pouvoir à la base, si ce n'est une extrême intelligence qui n'est dépassée que par son ambition sans limite. En parcourant le temps, il parvient à s'équiper d'un arsenal surpuissant et à bâtir une organisation qui transcende les univers et les époques, avec d'innombrables variations de lui-même et des ressources potentiellement illimitées. Introduire Kang dans le MCU en phase 4 serait extrêmement logique suite aux événements d'Avengers Endgame avec la découverte du voyage dans le temps et la brève évocation de ses potentielles conséquences. Et le principal indice qui va en ce sens concerne la série Disney+ Loki, puisque le spot du Super Bowl a volontairement placé une référence à la Time Variance Authority, la TVA, sur l'uniforme de prisonnier de Loki, qui s'est donc fait capturer par cette police du temps de l'univers Marvel. En effet, si Loki est mort au présent de l'univers principal du MCU que nous connaissons, une version antérieure de lui a pu s'enfuir grâce au Tesseract, et il a nécessairement engendré ainsi des perturbations temporelles. Il faut savoir que Kang le Conquérant est une sorte d'adversaire naturel pour la Time Variance Authority, organisation qui pourrait sans doute avoir pour principal représentant l'acteur Owen Wilson, qui a rejoint la série Loki pour un rôle récurrent qui serait à tendance humoristique selon certaines sources. Owen Wilson pourrait par exemple incarner l'un des personnages relativement connus de cette organisation dans les comics, à savoir Justice Peace, mais certains imaginent que Owen Wilson pourrait carrément être Kang le Conquérant. Alors même si ce n'est pas totalement impossible, de mon point de vue cela est relativement improbable, puisqu'on sait que Owen Wilson, même s'il a une palette de jeux assez large, que c'est plutôt un bon acteur, on a pu le découvrir notamment dans des films de Wes Anderson, mais il a plutôt un côté relativement comique, et commencer Kang le Conquérant en comique, ce serait sans doute un petit peu bizarre. Je pense que l'évolution du personnage au fil du temps, qui est un aspect essentiel de Kang le Conquérant, pourrait être abordée d'une autre façon dans le MCU. En effet, puisque Kang voyage dans le temps et qu'il existe millions de versions de lui-même, on peut avoir des Kang aux objectifs et points de vue très variés.
Et oui, je vous confirme que j'utilise l'expression Watts million qui a été spécifiquement validée pour moi par l'Académie française. Par exemple, une des versions alternatives de Kang la plus connue s'appelle Immortus, dont le rôle consiste, en résumé, à garantir la cohésion du temps. Et parmi les autres versions de Kang le Conquérant, il y en a une qui est particulièrement intéressante en termes scénaristiques, mais cela pourrait constituer un spoiler relativement important si Marvel reprenait à l'identique cette idée dans le MCU. Du coup, je vous mets un petit timecode en bas à droite de l'image si vous voulez passer à la suite de la vidéo en évitant ce spoiler éventuel. C'est bon, vous êtes prêts? On y va. On découvre dans les comics que le jeune Iron Lad n'est autre qu'une version plus jeune de Kang. En essayant de s'opposer aux actions de son identité du futur, il finit par prendre des mesures qui le mènent inexorablement vers ce destin assez funeste. Cet élément vient encore renforcer la théorie de l'introduction de Kang dans le MCU, car on sait qu'entre les films à venir et les séries, Marvel se dirige clairement vers la réunion d'une version du groupe Young Avengers, dont Iron Lad est une figure centrale. Et oui, on sait qu'on aura par ailleurs Cassie Lang, la fille de Scott, qui est Stature dans les comics, mais aussi Kate Bishop, entraînée par Clint Barton dans la série Hawkeye, sans oublier un ou deux des jumeaux de Wanda Maximoff et de Vision qui seront évoqués dans la série WandaVision. Et en plus, dans la série The Falcon and the Winter Soldier, qui sera la première série Marvel sur Disney+, on devrait également apercevoir Elijah Bradley, destinée à devenir patriote, une variation du super soldat dans le groupe Young Avengers encore une fois. Et toujours concernant Kang, on peut aussi se poser la question d'une éventuelle féminisation du personnage pour proposer un mélange entre Iron Lad et Riri Williams alias Ironheart. Enfin, le nom de Kang n'est autre que Nathaniel Richards et ce potentiel lien familial avec Reed Richards alias Mr. Fantastic irait parfaitement avec la future et inévitable introduction de ce groupe mythique que sont les 4 Fantastiques dans le MCU. Et j'en viens maintenant sans plus attendre à celui que certains, voire beaucoup, considèrent comme le meilleur méchant de tous les comics Marvel, à savoir Victor Von Fatalis, Dr Doom en version originale. Et même si je l'ai qualifié à l'instant de méchant, bien évidemment, Doom lui-même ne se considère pas comme tel, il lui arrive parfois dans certaines histoires de s'allier à certains héros pour faire face à des menaces particulièrement colossales. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Dr Fatalis est un personnage fascinant et il est d'autant plus intéressant pour l'avenir du Marvel Cinematic Universe qu'il est autant lié aux aspects magiques que technologiques. Et puis surtout quand même, Victor a accompli des actes incroyables dans les comics, comme prendre le contrôle mental du monde entier en capturant Zebedia Killgrave, alias l'Homme Pourpre, et en amplifiant les pouvoirs de ce dernier par son génie scientifique, mais non sans y avoir résisté auparavant lui-même du fait de sa formidable volonté. Le Docteur Fatalis a aussi pris sur lui à l'occasion de recréer entièrement l'univers suite à sa destruction. Il a volé le pouvoir cosmique du surfeur d'argent et même défié Mephisto pour récupérer l'âme de sa mère, tout en forçant le Docteur Strange à l'y aider. Dans les comics, Victor Von Fatalis est originaire de Latverie, un pays dont il est devenu le chef suprême, une sorte de dictateur plus ou moins éclairé qui a quand même éradiqué la pauvreté et la maladie, mais évidemment sans laisser aucune liberté politique à son peuple. Et dans le MCU, en réfléchissant un tout petit peu, on a déjà un pays qui existe et qui est tout désigné pour devenir la version MCU de la Latverie, et il s'agit bien sûr de la Sokovie, dont la capitale, Novigrad, avait été presque entièrement détruite durant les événements d'Avengers 2, l'ère d'Ultron. Et il faut savoir que certaines rumeurs évoquent des éléments en rapport avec le docteur Victor Von Fatalis qui apparaîtrait dans la série Disney+ WandaVision, et parmi ces rumeurs, celle qui me semble le plus crédible, c'est qu'il y aurait une référence à sa mère, Cynthia, qui était une puissante sorcière. En effet, on sait déjà qu'une certaine Agatha Harkness, elle-même sorcière, sera dans la série. Par ailleurs, l'idée de la Sokovie comme terre natale de Victor aura du sens puisque Wanda en est déjà originaire, de même que Zemo, qui pourra réintroduire ce lieu dans l'imaginaire collectif dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Et une autre rumeur totalement différente vient s'ajouter à tout cela pour enrichir les spéculations. Il s'agit de l'idée selon laquelle le Dr Fatalis serait le principal antagoniste dans Black Panther 2. À vrai dire, il y a deux rumeurs concurrentes à ce sujet, d'un côté Namor, le souverain d'Atlantis, et de l'autre Dr Doom. Elles sont peut-être fausses, mais dans les deux cas, on aurait un choc entre T'Challa et un autre roi. Cette idée pourrait avoir du sens pour Victor Von Fatalis en supposant qu'il aurait en partie bâti sa puissance en Sokovie en exploitant d'éventuels restes de vibranium, même si Ultron avait utilisé l'essentiel du précieux métal pour concevoir le corps de Vision et alimenter un réacteur à la con. Quoi qu'il en soit, récupérer du vibranium pourrait être une motivation suffisante
pour que Doom attaque le Wakanda, et c'est exactement ce qui se passe dans l'arc de comics Doom War. Ceci dit, ce qui me fait un peu douter personnellement, c'est que cela ferait du rôle du Vibranium par rapport déjà au premier Black Panther quelque chose d'un peu trop redondant, et ce assez rapidement, alors peut-être que les enjeux ne tourneront pas cette fois autour du métal. Enfin, qui dit Dr Fatalis dit forcément rivalité avec Reed Richards, sachant que Fatalis est apparu dans le comics numéro 5 des 4 Fantastiques, c'était en 1962 déjà. Mais parlons maintenant de Galactus, le grand méchant qui a été plébiscité dans vos votes sur la section communauté, où j'avais évoqué cette vidéo en cours d'écriture avec les différents grands méchants. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de puissance, Galactus est situé très haut dans l'échelle de l'univers Marvel. Il est un poil plus ancien que notre univers, c'est déjà pas mal. Et au moment du Big Bang, il a en quelque sorte fusionné avec Éternité pour ressortir comme une force qui maintient un peu l'équilibre entre mort et éternité. Et on peut dire en résumé que le pouvoir de Galactus lui permet de virtuellement tout faire, sauf modifier son propre destin qui consiste à avancer inlassablement dans le vide intersidéral pour s'approcher de planètes qu'il doit dévorer pour récupérer leur énergie, car sa soif, sa faim sont insatiables. C'est plutôt sympa comme destin. Ce qu'on peut dire aussi au sujet de Galactus, c'est qu'il n'est ni bon ni mauvais, il incarne plutôt un concept dans un corps physique gigantesque. Alors oui, de toute évidence, une menace aussi imposante, aussi incroyable que Galactus ne peut se poser que sur du long terme, au bout de plusieurs films, et seuls les personnages les plus intelligents ou évidemment les plus puissants peuvent espérer ne serait-ce que vaguement s'opposer à lui pour le faire changer d'avis, par exemple qu'il aille manger une autre planète plutôt que la Terre, ce serait sympa pour nous. Et la question de Galactus pourrait en théorie commencer à se poser avec le film Eternals, attendu pour novembre 2020. Attention toutefois, personnellement, je ne pense pas du tout qu'il sera évoqué dans ce film, qui aura déjà fort à faire en expliquant les Célestes et leurs expériences ayant mené à la création des humains, des éternels et des déviants. Par ailleurs, des rumeurs insistantes évoquent des projets de films consacrés à Nova ou encore aux surfeurs d'argent. Il est clair que certains films du futur du MCU s'orienteront vers les enjeux cosmiques. Et comme vous le savez certainement, le surfeur d'argent est l'un des héros les plus connus de Galactus. Il annonce son arrivée à une planète, entre autres missions. Alors certes, je reconnais que Galactus permettrait d'imaginer des scènes assez folles d'affrontements galactiques, mais c'est aussi le cas des Célestes, dont le niveau de puissance est relativement comparable à celui de Galactus. Ceci étant dit, à titre personnel, et d'un point de vue donc parfaitement subjectif, je préfère des histoires à dimension plus humaine qui seraient centrées sur des personnages relativement complexes et profonds, comme Kang le Conquérant ou encore Dr Fatalis, même si Galactus peut évidemment aussi avoir une certaine profondeur, je ne dis pas le contraire, et quoi qu'il en soit, il est parfaitement possible que ces trois méchants et bien plus coexistent dans les phases 4, 5 et même au-delà du MCU. Et puis de toute façon, des tas d'autres méchants intermédiaires surgiront évidemment dans les prochaines aventures du MCU. On pense notamment au véritable mandarin qu'on attend dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Il y a également des rumeurs autour de l'apparition de Maelstrom à la fin du film Eternals. Du côté de la série WandaVision et du prochain film Doctor Strange, on pourrait avoir Nightmare en principal opposant, une autre entité cosmique très balèze, à moins que ce ne soit un leurre qui nous prépare l'introduction de puissances infernales souvent combattues par Strange dans les comics, avec Mephisto, le diable version Marvel. Et si vous ne le saviez pas encore, bande de malheureux inconscients, je vous annonce ici que je serai les 7 et 8 mars au Paris Manga et Sci-Fi Show, et je serai notamment disponible les après-midi pour vous rencontrer, pour des dédicaces et échanger quelques mots avec vous, donc j'espère vraiment vous y voir, ce serait un grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer les notifications, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, à laisser un pouce en l'air, à me dire en commentaire quel méchant vous avez envie de voir pour l'avenir du MCU. Et puis si vous ne faites pas tout ça, eh bien je serai obligé de vous pulvériser pour vous envoyer directement dans le ventre de Galactus, et ce serait moche. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!